Cet instrument, eh bien, aujourd'hui, était extraordinairement fatigué. L'église Sainte-Odile est un édifice débuté avant la Seconde Guerre mondiale, un édifice aujourd'hui de plus en plus connu pour sa riche décoration art déco. Un édifice qui mérite encore d'être largement redécouvert. Et vous voyez derrière moi les très beaux vitraux de François d'Écorchemont, et en particulier le très beau chœur, un chœur qui est encore orné de ces très grands émaux, des émaux absolument monumentaux, tout à fait exceptionnels, et aussi le maître-autel d'Auguste Labouret, qui est un des grands verriers art déco, qui mérite lui aussi d'être découvert. Plus méconnu, à Sainte-Odile, est encore l'orgue qui a été installé dans cet édifice en 1950. Alors cet instrument, nous en avons redécouvert l'historique il y a très peu. Il s'agit en fin de compte d'un instrument vraisemblablement venu d'un cinéma, probablement donc un cinéma de l'époque du cinéma muet, d'un facteur d'orgue appelé John Abbey. Et cet instrument est acheté d'occasion en 1949, puis installé ici à la tribune. Lorsque cet orgue de cinéma est installé à Sainte-Odile, il est en fin de compte petit pour l'instrument. Il s'agit d'un orgue de petite dimension, pourvu d'un jeu de percussion qui s'appelle un jeu de Célestat. Et l'instrument qui est ici posé en tribune est introduit dans un buffet dessiné par l'architecte Jacques Barge, qui est lui-même l'architecte de l'église. L'instrument, on le sait dès le début, sonne plutôt menu, petit dans l'édifice. Et dès le début, on procède à quelques agrandissements, à des agrandissements qui vont lui permettre vraiment de s'adapter à l'édifice lui-même. On introduit quelques jeux plus sonores, comme par exemple un plein jeu, pour ceux qui connaissent ce type de sonorité interne à l'orgue. Et l'instrument est inauguré en 1950 par un organiste célèbre du temps qui s'appelle Gaston Vitesse. Cet instrument, dès le départ, se caractérise par quelques éléments bien particuliers. Il a été installé de manière assez difficile. Nous sommes dans l'après-guerre, les matériaux ne sont pas toujours de bonne qualité. Et le facteur d'orgue qu'il installe, qui s'appelle Monsieur Barbier, meurt en cours d'installation et est vite remplacé par un facteur d'orgue dont nous reparlerons encore, qui s'appelle Rochesson. Et Louis-Eugène Rochesson, de son vrai nom, va en quelque sorte apporter à cet instrument une chose dont la plupart des instrumentistes apprécient aujourd'hui encore l'originalité. Il s'agit des deux claviers et du pédalier qui apportent, je dirais, une finesse dans le toucher, une délicatesse dans la manière de faire sonner l'instrument. Cet instrument, inauguré en 1950, donne assez vite la mesure de ses limites. Encore une fois, l'instrument est petit, il présente aussi des défauts dus à l'installation par ce facteur d'orgue qui s'appelle Monsieur Barbier et qui fonctionnait avec des éléments à l'économie. Encore une fois, nous sommes en 1949. Et cette installation de 1950 est très vite suivie d'une sorte de grande restauration en 1960, cette fois-ci par un facteur d'orgue davantage connu qui s'appelle Monsieur Beuchet, des établissements Beuchet de bière de Nantes. Et l'instrument est à ce moment-là presque entièrement reconstruit de fond en comble. La tuyauterie subsiste et l'instrument est en quelque sorte remis à neuf durant ces années. C'est peu ou prou cet instrument qui, jusqu'ici, va subsister jusqu'à nous, avec
des apports vers 1995, nous en reparlerons, mais cet instrument va subsister de manière extrêmement résistante, de manière très étonnante, jusqu'à nos jours. Alors, nous abordons ici un sujet que beaucoup de personnes fréquentant Sainte-Odile connaissent, c'est que cet instrument, eh bien, aujourd'hui, est extraordinairement fatigué. C'est-à-dire que, on le sait, en tout cas, la plupart des facteurs d'orgue ou des organismes le savent, chaque instrument doit être restauré, nous dirons relevé, fait l'objet d'un relevage, environ tous les 20 ans. C'est-à-dire qu'il faut, tous les 20 ans, le dépoussiérer, entièrement le réviser, faute de quoi l'instrument s'abîme souvent de manière irrémédiable. Alors, il faut être particulièrement heureux ici que cet instrument, qui est grosso modo, comme je vous l'ai dit, celui de 1960, soit encore opérationnel. Cela tient véritablement pratiquement du miracle. Et cet instrument, malgré tout, a atteint ses limites et présente aujourd'hui de très très nombreux défauts qui nous ont poussé à envisager une restauration complète et très lourde. En effet, l'orgue de Sainte-Odile présente aujourd'hui de très très nombreux défauts. Entre autres, comme je vous le disais, l'instrument est très largement empoussiéré. Nous sommes très proches du périphérique. L'ensemble est entièrement recouvert d'une poussière grasse, noirâtre, qui encrasse en particulier les plus petits tuyaux et empêche le facteur d'orgue aujourd'hui de procéder ne serait-ce qu'à un accord satisfaisant de l'instrument. D'autre part, la proximité d'un chauffage a fait en sorte que toutes les peausseries, donc on sait qu'un instrument est constitué de peaux très tendres, des peaux de mouton, qui sont là pour permettre par exemple au soufflet de se gonfler ou de se détendre. Et donc ces peausseries craquent les unes après les autres. Nous avons bien évidemment beaucoup d'éléments qui ont extraordinairement souffert depuis 1960, des éléments mécaniques. L'électricité est d'origine, donc nous avons bien évidemment des problèmes de sécurité tout simples qui peuvent se poser. En tout cas, tous ces inconvénients se rejoignent les uns après les autres et notre orgue, bien que donnant encore aujourd'hui illusion, faisant illusion, eh bien notre orgue encore aujourd'hui, eh bien est malgré tout un instrument extrêmement fatigué dont les experts, les facteurs d'orgue ne donnent guère plus encore qu'un an de vie active. Voici donc ouverte ce qu'on appelle la console de l'orgue de Sainte-Odile, avec les deux claviers installés en 1950 par ce facteur d'orgue, qui est quelqu'un de relativement brillant, qui connaît une carrière assez éphémère, qui s'appelle Louis-Eugène Rochesson. Donc nous avons encore beaucoup de chance d'avoir ces claviers qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont un toucher à la fois très précis, très sensible, mais on voit bien aussi, sans parler de l'état de l'instrument à l'intérieur, à quel point cet orgue a pu servir, à quel point il est usé. Donc vous voyez en particulier le jaune de l'ivoire, le fait que certaines touches soient décollées. Alors, je vais maintenant vous faire entendre ce qui justifie à soi seul donc la restauration de l'orgue de Sainte-Odile. C'est ni plus ni moins le bruit du moteur, la turbine qui fournit l'air, l'alimentation interne à l'instrument. Voyez,
Donc ce bruit, vous ne l'entendrez dans aucun autre instrument parisien, qui sont généralement plutôt bien entretenus. Donc nous avons ici le moteur d'origine, qui est de 1950, et comme vous en rendez compte, extrêmement bruyant. Et vous l'entendez aussi, toutes les fuites d'air qui sont partout dispersées à l'intérieur de l'instrument et qui vous permettent de vous rendre compte à quel point cet instrument est un instrument usé, fatigué. Une fois mis en marche, l'orgue de Saint-Odile reste un instrument extrêmement bruyant, avec tous ces bruits parasites que l'on peut entendre, le bruit du moteur, le bruit des fuites. Mais ce n'est pas le seul bruit qui perturbe en quelque sorte la limpidité de l'instrument. Sans actionner ici aucun des jeux que l'on peut voir ici au fronton de la console, on peut déjà s'en rendre compte, une simple démonstration peut suffire pour bien entendre tous ces relais qui sont fatigués entre le clavier et la partie sonore proprement dite. Si par exemple je joue, on entend tout un jeu de percussion qui montre toute la fatigue de l'instrument. Donc ici, tous ces relais mécaniques devraient passer inaperçus. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on va jouer par exemple des pianissimos sur cet instrument, eh bien toute la part mécanique que l'on ne devrait pas entendre, qui devrait être ignorée, s'impose et se surimpose même au résultat sonore. Alors je passerai sur les nombreux défauts qui sont actuellement ceux de l'orgue de Saint-Odile. On a vu les bruits parasites et on a vu aussi que chaque jeu était affecté lui-même de nombreux défauts. Alors un seul exemple ici va vous permettre de bien comprendre ce qui est à l'œuvre, ces défauts cumulés. Nous avons ici par exemple un jeu, une série de tuyaux qu'on peut entendre au pédalier et qui ne sont plus du tout homogènes. Et ici on va voir que de temps en temps on sent l'air qui s'échappe, plus aucun son, et plutôt l'air seul qui sort sans fournir aucun son véritable. Donc voilà ici la première octave d'un jeu qui s'appelle la sous-basse et que vous avez pu entendre de manière totalement hétérogène avec des premières notes qui sont à peine audibles et qui ne sont simplement constituées que par un vent qui sort sans fournir aucun son. Enfin, dernière démonstration, sans entrer dans l'instrument, comme je vous le disais tout de suite, cet orgue est extrêmement crassé, très empoussiéré, une poussière noire, grasse, et sans entrer dans l'instrument, ici je passe juste le doigt, vous voyez, sur l'extérieur du buffet, et vous voyez cette poussière, cette crasse, peut-on dire, qui recouvre jusqu'à l'intérieur des tuyaux, et qui, à elle seule, justement, nécessite eh bien, d'intervenir en profondeur dans l'instrument. L'orgue de Saint-Odile résulte donc d'une longue histoire, d'une histoire qui procède par strates, à partir d'un instrument d'occasion, on l'a dit, vraisemblablement donc un instrument de cinéma, installé ensuite dans un lieu de culte, débarrassé ensuite d'ailleurs de ce jeu de Célestat qui en faisait un petit peu la spécificité. Et cet instrument a donc vécu un nombre impressionnant d'années de concerts, de musique durant les messes, durant les cultes. Aujourd'hui, cet instrument est rendu à son extrême point, on l'a dit, et mérite justement d'être à nouveau amplifié. C'est-à-dire que cet instrument attend d'avoir la rénovation non seulement qu'il espère, mais en plus de se voir adjoindre, et nous en reparlerons dans un autre volet, de se voir adjoindre un instrument qui permettrait véritablement, cette fois, de le rendre à la mesure de l'édifice exceptionnel qui l'abrite, ce grand orgue qui serait un grand orgue art déco,
à la mesure même du grand édifice art déco qu'est l'église Sainte-Odile.